Bonsoir tout le monde. Merci pour rester ici à 9 heures. Aujourd'hui et ce soir, on va présenter l'utilisation de SageMaker dans la vie réelle. C'est nous, Johan Benoît, il est Data Scientist et Technical Officer ici à Axevia. Et moi-même, je suis développeur back, Data Lover. Il y a quelques mois, Johan est mon manager, déjà ici à Axevia. Et il y a quelques mois, il m'a dit, pourquoi on ne commence pas à regarder SageMaker? Et je me suis dit, OK, on va faire l'approche d'un projet Data Science. Quand on commence un projet Data Science, quand on va faire un projet Data Science, on doit avoir à peu près cette approche. Et la première chose, c'est identifier un problème, que c'est un bon problème pour les choses qu'on va résoudre. Et après, commencer à explorer les données, aller entraîner, trouver des modèles, et pour finalement les déployer et les utiliser. Et je me suis dit, bon, comme Johan est mon manager, je dois déchirer dans cette approche que je reprends. Alors je me suis dit, pourquoi pas prendre un projet qu'il avait déjà fait et le faire moi-même sur SageMaker. Alors, on a pris Magritte. Et qui mieux que la personne qui l'a construit pour l'expliquer c'est quoi Magritte. Alors on est parti de ce projet-là initialement où c'était le rapprochement de plusieurs communautés à Axebia où on a réuni ce qu'on appelle les fondations data et mobile et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. On ne sait rien, il y a plein de choses, il y a plein de sujets. Et donc sur cette soirée-là, en fait, j'ai commencé à expliquer ce que c'était TensorFlow à toute cette communauté et expliquer les différentes problématiques qu'on pourrait résoudre avec ce type de framework. Typiquement, une des problématiques, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à embarquer un modèle de deep learning pour la reconnaissance d'image dans une application mobile directement sur l'application sans avoir faire appel à un serveur externe, donc avoir un modèle qui soit embarqué, qui puisse fonctionner en mode offline pour des problèmes de privacy par exemple. L'idée de ça, ce qu'on a construit, c'est une application mobile, un petit peu comme un Duolingo. L'idée, c'est d'être capable d'apprendre une langue à travers la reconnaissance d'image. Donc je sélectionne ma langue, c'est super, je sélectionne mon niveau, ici le niveau des fruits, et l'objectif c'est de trouver tout un ensemble de fruits. Une fois que je les ai reconnus par mon application, qu'il y ait une voix qui apparaisse et qui me dise le nom de ce fruit dans la langue que j'ai sélectionnée. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir embarquer ce modèle de reconnaissance d'image sur ces différents niveaux dans l'application mobile, et tout ça a été développé avec du TensorFlow et embarqué directement sur mon application Android. Donc on s'est dit, ok, c'est très bien, ça fonctionne bien. Par contre, entraîner un modèle de deep learning sur son laptop, autant dire que quand on commence à vouloir aller un peu en détail, avoir des bonnes performances sur des gros jeux de données, on atteint vite des limites. D'où l'intérêt d'utiliser du cloud et typiquement SageMaker qu'on a testé pour faire l'entraînement de ces modèles et le mettre à disposition. Après, ce modèle, on en fait ce qu'on veut, soit on le déploie sur une application mobile, soit on le laisse sur un serveur, sur un endpoint pour pouvoir le consommer. Du coup, SageMaker, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pardon. Si vous allez sur la landing page de SageMaker, vous allez avoir ce type de schéma. L'idée, c'est quoi? C'est que ça vous permet, c'est un service qui vous permet d'adresser toute la chaîne de traitement d'un projet de machine learning, donc de bout en bout, jusqu'à même une phase qui est très amont, qui est l'étiquetage de vos données. Grâce à un service qui s'appelle Ground Truth, l'idée c'est d'être capable d'avoir à la fois des labellisations automatiques et des personnes humaines qui vous aident à labelliser votre donnée pour préparer un dataset de grande volumétrie sur un problème de classification ou en tout cas un problème d'apprentissage supervisé. Bien ensuite, toute la notion de notebook, de bloc-notes, qui sont les notebooks Jupyter qu'on utilise régulièrement dans l'exploration de données en data science, qui viennent directement packager avec les bons environnements, les bons frameworks qu'on souhaite utiliser. Donc on va avoir des kernels Jupyter qui vont être directement embarqués avec du TensorFlow, avec du PyTorch, avec du SparkML si je veux faire un entraînement distribué, etc. etc. et qui va me permettre de travailler l'entraînement de mon modèle, donc la troisième partie, créer un modèle et l'entraîner de manière
sur une seule machine ou complètement distribué, pour ensuite le mettre à disposition sous modèle entraîné dans un endpoint qui pourra être consommé, qui pourra me donner des prédictions sur mon use case. Donc SageMaker, vous allez pouvoir travailler à différents niveaux, du niveau où j'ai déjà tout un ensemble d'algorithmes pré-implémentés pour moi, qui sont disponibles dans SageMaker. Donc c'est des algorithmes type K-means, XGBoost, de la PCA, etc. Tout ça, ce sont des algorithmes qui sont disponibles dans des conteneurs Docker. Ce sont des conteneurs qui sont spécifiques pour ça et qui vous permettent de travailler directement je formate mes données, je les mets dans le bon format qui sont demandés par cet algorithme. J'ai plus qu'à lancer l'entraînement et basta, c'est terminé pour moi, j'ai plus qu'à l'appliquer. Si je veux rentrer un peu plus dans le détail et customiser mes applications, du coup, je peux utiliser mes propres scripts dans SageMaker via des frameworks qui sont optimisés pour ce calcul distribué. Donc, il y a des implémentations de TensorFlow, de Mixnet, de PyTorch dans SageMaker qui vous permettent du coup de fournir un script Python, par exemple, qui, sous réserve qu'il soit sous le bon format, vous permet de lancer l'entraînement distribué d'un modèle sur TensorFlow. Et enfin, si vous voulez aller un cran plus loin dans la customisation de vos applications, vous pouvez vous créer votre propre conteneur Docker avec votre code complet que vous pouvez déployer directement dans SageMaker pour l'utiliser soit pour l'entraînement, soit directement pour l'application d'un modèle qui a été entraîné, par exemple. Bon. On va commencer pour voir comment on utilise les algorithmes de SageMaker. Avant de commencer, il faut faire la distinction entre c'est quoi qui correspond al SDK de Amazon et c'est quoi qui correspond al SDK de SageMaker. Le SDK de Amazon, c'est comme vous faites les applications Amazon normales. Vous pouvez faire, par exemple, communiquer avec S3. Pour SageMaker, vous pouvez créer des endpoints, créer des instances de notebook, créer des jobs de training, etc. De la partie de SageMaker, c'est déjà ce que vous savez pour la partie d'entraînement de prédiction. On peut créer des estimateurs pour faire l'entraînement, des prédicteurs, fit d'un estimateur que ça déclenche l'entraînement d'un modèle et prédicte d'un modèle existant. Dans tout le tutoriel, quand on va regarder, la première chose que vous dit, c'est vous devez créer une instance de notebook. Et si vous ne connaissez pas trop de comment ça marche Amazon, vous entrez au site de la création d'une notebook instance et vous regardez déjà une chose, là et là. Là, c'est la partie de la création de type d'instance et qui sont des instances comme celles qu'on fait normalement, comme celles qu'on a de S2 normal. Je vais juste vous montrer. Seulement que pour SageMaker, ça commence par ML. Et il a de différents types de capacités, de puissance. Et une fois qu'on a choisi l'instance de notebook, on commence à parler de VPC. Ça veut dire l'instance est dans un réseau à l'intérieur d'Amazon. Et comme sont des instances SageMaker, vos administrateurs de votre cloud Amazon, ils ne pourront pas le regarder sur la console S2, ils seront cachés. C'est juste SageMaker qui pourra les voir, les accéder. Alors, vous avez trois types de déploiement. Ça dépend de sur quel type de VPC vous allez la mettre, l'instance, soit ouverte à Internet, soit partagée dans un réseau privé, un réseau public, soit pas accessible directement d'Internet, mais dans un réseau privé. Voilà, on a identifié le problème. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est commencer à aller à explorer, choisir les données et voir qu'est-ce qu'on va faire. Et pour ça, on est déjà dans l'instance de notebook, on a créé notre notebook et on commence à travailler sur le notebook. Et là, c'est qu'on se rend compte que le notebook, c'est plutôt un outil pour piloter l'interaction entre les services. Alors, dans le notebook, je peux faire des choses comme
aller créer une session de SageMaker, que c'est bien parce que c'est SageMaker. On peut aller utiliser les SDK de Amazon, par exemple pour aller télécharger des choses sur S3, ou on peut utiliser la clé, comme sont des instances Amazon. Ici, sur le notebook, on peut utiliser, faire directement accès à la clé. Et tout ça qu'on va vous montrer pendant la présentation, que c'est avec le background rose, c'est des codes de notebook. Et voilà. Et finalement, quand on va créer un estimateur pour commencer à entraîner, on a le nom d'une image Docker qui s'est déployée sur le registre de Amazon, et on a un type d'instance. Ça veut dire qu'en plus de l'instance de notebook, on va démarrer une nouvelle instance pour faire l'entraînement du modèle. Et dans ce cas, on est dans un P3 with large, c'est une instance assez puissante, assez chère. Voilà. Quand on est dans le notebook, comme on a un notebook, les data scientists ont l'habitude d'utiliser le notebook pour aller explorer les données, faire des tests. On peut faire la même chose. On peut par exemple aller explorer des images, aller voir les shapes et voir si ça correspond à ce qu'on a besoin pour résoudre notre problème. Et pour la petite histoire, voici les codes qu'on peut utiliser pour utiliser un algorithme de classification d'images. Magritte, c'est un algorithme de classification d'images. Il a une image qui est déjà que l'algorithme disponible et qui s'appelle Image Classification sur SageMaker. Je vais prendre ça pour entraîner mon modèle. Et les images, les modèles, pardon, je vais les stocker sur S3, les résultats. Et à la fin, simplement, je crée mon estimateur et je peux commencer à entraîner mon modèle. Les données sont prises aussi directement de S3, les données d'entraînement et les données pour la validation. OK, on a entraîné le modèle, mais le modèle n'est pas encore disponible. La phase finale pour pouvoir utiliser ce modèle, c'est pouvoir les déployer. Et SageMaker a une instruction qui se déploie, et dans ce déploy, je le spécifie sur quel type d'instance à nouveau on va exécuter ce modèle. Ça veut dire qu'en tant que j'ai mon modèle déployé sur SageMaker, je vais avoir une instance allumée. Dans ce cas, c'est une instance C5 large. Et voilà, si je veux prédire, je simplement utilise les méthodes predict et c'est tout. Une fois qu'on a fait tout ça, notre but, c'est d'avoir un endpoint SageMaker. C'est à partir de cet endpoint SageMaker que je peux commencer à requêter pour brancher mes applications de la vie réelle. Et là, on a l'image de tous les modèles que j'ai générés, et comme vous pouvez regarder, ils sont versionnés avec la date et l'heure qu'ils ont été générés. Ils sont sauvegardés et stockés sur S3. Juste comme un petit récapitulatif, on a des images Docker, soit fournies par SageMaker, soit créées par nous-mêmes, pour la prédiction ou pour l'entraînement. Quand je vais faire l'entraînement, je vais faire une instantiation d'une instance EC2 et je vais utiliser les images Docker pour faire l'entraînement, et je vais pareil faire la même chose pour la prédiction, et tous les résultats, tous les modèles seront stockés sur S3. Mes applications vont utiliser ces images, ces endpoints, tout ce que me fournit SageMaker à travers le SDK de Amazon. Bon, on a un modèle, qu'est-ce qu'il faut? Commencer à l'utiliser. Et
Et j'ai fait une petite application. Je n'ai pas fait l'application mobile parce que je ne suis pas développeur mobile. Mais j'ai fait une petite application REST. J'ai exposé un endpoint REST avec un lambda, un API REST. Et j'utilise une application Node.js Express qui va consommer cet endpoint. Je vais juste l'afficher là. Voilà. Alors, dans cette application, comme c'est des images, c'est la classification des images. Je suis désolée, il y a beaucoup d'images ici. Voilà. Je vais choisir cette image. Et je vais voir s'il arrive à reconnaître qu'est-ce qu'il y a là avec mon modèle entraîné. Voilà. Il dit que c'est un grenouille. Très bien. J'ai réussi à impressionner mon manager. Ok. Et pour ça, j'ai créé une fonction lambda en Go qui utilise les SDK d'Amazon. C'est SageMaker Runtime, la librairie. C'est pareil sur Python, sur Python c'est Boto, par exemple, ou sur les autres langages. Et on juste crée les paramètres pour l'envoyer et on fait une invocation à l'endpoint. Et la réponse du modèle, c'est un vecteur où il me donne la probabilité pour chaque classe que je peux prédire. Voilà. Bon, du coup, tu m'as impressionné, mais il manque encore quelque chose. Le problème, c'est que l'application Magritte, ça permet de reconnaître les fruits. Et là, en fait, tu as utilisé un algorithme qui est déjà pré-implémenté dans SageMaker, mais en fait qui fait la prédiction sur plusieurs milliers de classes différentes. C'est l'utilisation classique de ce modèle préconçu. Moi, ce que je veux faire, c'est spécialiser mon modèle pour reconnaître vraiment mes fruits pour mon application, et rien d'autre. Donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle du transfer learning. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre un réseau de neurones qui a été entraîné sur une tâche avec un dataset qui est énorme. Typiquement, ImageNet, c'est plusieurs milliers, c'est un millier de classes différentes d'images sur des milliers, des millions d'images. Donc c'est un modèle de réseau de neurones profond qui a nécessité plusieurs heures de calcul sur plusieurs machines. Et l'idée de transfer learning, c'est quoi? C'est je prends ce réseau de neurones, et je vais figer ses poids, sauf les derniers, qui vont être mes dernières couches denses de mon réseau de neurones. Et c'est ceux-là que je vais spécialiser sur le nombre de classes que j'ai et sur les images que j'ai pour mon dataset de fruits. Le reste va rester figé, puisque finalement, les différentes features qu'un réseau de neurones a appris pour reconnaître des images vont rester globalement les mêmes pour prédire sur mes propres classes d'images à moi. Donc je spécialise juste la fin de mon réseau de neurones, et ça, c'est ce qu'on appelle du transfer learning. Donc pour faire ça, je vais utiliser mon code qui a été fait avec TensorFlow et Keras. C'est pas forcément quelque chose qui est spécifique à SageMaker. Là, c'est un code TensorFlow classique que vous pourriez avoir en local sur votre machine. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre un modèle préentraîné. Ici, le modèle s'appelle NASNet. Mobile parce que c'est des points un peu plus... le réseau de neurones est un peu plus léger pour pouvoir passer sur une application mobile. Je lui explique que je ne prends pas les dernières couches du réseau de neurones, je prends juste la partie qu'on appelle convolutionnelle, et je lui explique quelle est la taille des images que je vais fournir en entrée. Deuxième point, c'est de créer mon modèle. Un modèle en Keras, c'est simple, hein, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'API sequential, où je vais lui dire, tu me prends la base convolutionnelle que je viens de télécharger là, et tu me rajoutes une ou deux couches de réseau de neurones qu'on appelle les couches denses, donc qui vont vraiment me permettre de relier mes différentes sorties de ma base convolutionnelle vers autant de classes qu'il y a, autant de neurones qu'il y a de classes à la fin à prédire. Donc ici mon nombre de classes. Ça, c'est comment je crée mon modèle dans Keras. Et ce qui me reste à faire, c'est d'expliquer que les différents poids de mon réseau de neurones de la base conventionnelle ne seront pas entraînables. Donc je lui dis trainable égale false. Comme ça, je vais entraîner que les neurones qui viennent de mes deux couches denses ici. Ensuite, un modèle Keras a besoin d'être compilé. On le compile avec quoi? C'est une fonction de coût.
Ici, c'est la cross-entropie catégorielle, c'est juste pour dire que je fais la qualification multiclasse, et la cross-entropie, c'est une manière intéressante de calculer une fonction de coût pour mettre à jour les poids de mon réseau de neurones grâce à l'optimiseur qui ici s'appelle Adam Optimizer. J'ai pris les valeurs par défaut, mais vous pouvez spécifier des learning rates, etc. pour expliquer comment est-ce que vous allez faire optimiser votre modèle. Et ensuite, un ensemble de métriques qu'on voudrait afficher pour mon jeu de validation, pour vérifier que l'entraînement se passe bien. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à appeler la méthode fit sur mon dataset d'entraînement. Je lui explique combien d'itérations sur le dataset je veux faire, combien d'époques je veux, combien de steps par époque je veux donner, pour entraîner finalement mon modèle et le sauvegarder quelque part. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à regarder si mon modèle est performant. Je regarde sur quelques images. Globalement, je m'en sors pas trop mal. Si on regarde très précisément, en fait, je me foire un peu sur les kiwis, mais on va dire que c'est un bon modèle et on verra plus tard pour l'optimiser. Donc je vais devoir maintenant le mettre à disposition et l'utiliser dans SageMaker. Pour ça, en fait, là, j'étais resté en local. Je suis entraîné mon modèle en local et je voudrais l'exporter dans SageMaker pour l'utiliser dans un endpoint comme l'a consommé Diana tout à l'heure. L'idée, c'est un modèle doit être exporté dans un format qui soit spécifique pour être compris par SageMaker. Donc le modèle au format H5 typique de Keras, ça ne fonctionne pas. Il faut que je le sauvegarde dans un pass, dans un directory et d'une manière qui soit compréhensible par SageMaker. Donc je recharge mon modèle et ce que je fais après, c'est d'expliquer que le modèle va être sauvegardé dans ce type de directory, export /servo. Et globalement, c'est le type d'architecture, d'arborescence que va devoir comprendre SageMaker. N'expliquez pas pourquoi, ils ont décidé comme ça. Ensuite, je vais utiliser mon code Keras pour lui dire sauvegarde le modèle au format save model, format protobuf, qui est le format de sérialisation qui est compréhensible dans SageMaker et qui est globalement le format sérialisation typique dans TensorFlow. Et je lui ai expliqué où est-ce qu'il va le sauvegarder, donc dans ce pass-là, et expliquer quel va être le nom et comment requêter les données, l'input de mon réseau de neurones, donc mon input image ici, et qu'est-ce qui va me fournir en information en sortie. Comme ça, je peux utiliser mon endpoint et faire des simples requêtes dessus en lui disant voici mon point d'entrée et voici comment je récupère ma sortie. Une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est de faire un joli tar.gz de ce dossier et de le mettre à disposition dans SageMaker, et ce sera ce type d'arborescence typiquement qui sera compréhensible par l'implémentation de TensorFlow de SageMaker. C'est une implémentation, il peut y en avoir d'autres. Ensuite, du coup, j'ai plus qu'à déployer mon modèle qui a été entraîné dans SageMaker. Comme je l'ai dit, SageMaker va avoir des implémentations des différents frameworks de deep learning. Donc, dans TensorFlow, il y a une implémentation dans SageMaker, et pour utiliser un modèle pré-entraîné, j'utilise la classe TensorFlowModel qui va prendre en entrée, qui va être utilisée par une session SageMaker où je vais lui préciser voici mon modèle qui a été mis sur tar.gz, je vais l'appeler modèle, et donc ça, je vais le charger sur S3. Ensuite, je peux créer mon TensorFlow modèle qui, lui, va prendre ce pass sur S3 où il y a ce fameux tar.gz avec le modèle que j'ai sérialisé. Ensuite, je vais préciser le rôle et puis un dernier attribut qui est le entry point, qui est un fichier, un script Python. Mais en fait, là, ce que je suis en train de lui dire, c'est j'ai déjà entraîné le modèle, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, donc le script, il sert absolument à rien. En fait, c'est juste un petit défaut sur la classe. Ce fichier train.py, en fait, c'est un fichier vide. Dans les prochaines versions, en fait, on n'aura même pas besoin d'y faire appel. Mais c'est juste pour des cohérences de signature. Quand je vais faire l'entraînement du modèle, dans SageMaker, là, j'aurai besoin de spécifier un script Python. Voilà, donc l'idée maintenant, j'ai plus qu'à me créer mon endpoint. Ce endpoint, c'est quoi? J'utilise la méthode deploy de mon estimateur SageMaker. Je lui dis sur combien d'instants je vais déployer mon modèle, sur quel type de machine, et basta. J'ai créé mon prédicteur. Ce prédicteur, il a un nom qui a été généré, et je peux utiliser maintenant la classe TensorFlowPredictor pour avoir accès à ce endpoint et l'utiliser dans mon notebook, ou alors très bien l'utiliser directement dans la consommation du endpoint sur l'application de Diana. Donc maintenant, j'ai plus qu'à utiliser dans mon notebook, charger une image, utiliser la méthode predict du prédicteur que j'ai créé pour afficher les prédictions, donc la probabilité d'appartenance à chacune des classes. Donc ce endpoint, il est déployé et utilisable, requêtable,
et tant que je ne l'ai pas supprimé, il est disponible. Donc si vous êtes sur une phase de prototypage, pensez bien à supprimer votre endpoint à la fin de votre notebook, sinon en fait vous allez continuer de consommer et ça va commencer à coûter cher. Donc voilà, du coup j'ai mon modèle entraîné en local que je peux déployer sur SageMaker et utiliser SageMaker pour toutes ses capacités de mise à disposition d'un endpoint sur un ensemble de machines. On aurait pu aussi utiliser SageMaker pour l'entraînement de ce modèle en mode distribué. Maintenant, si je veux aller un cran encore plus loin et que j'ai pas envie d'utiliser les formalistes de SageMaker pour créer et déployer mes modèles, bah, je peux utiliser mon propre conteneur Docker avec mon code directement. Et donc c'est ce que Diana va nous expliquer. Bon, avant de parler de la dockerisation de l'algorithme, une petite alerte, il ne faut pas rentrer à tout dockeriser. Il y a des Docker déjà disponibles. Si le framework ou la version que vous allez utiliser n'existe pas sur ce qui est fourni par SageMaker, bah, il ne vaut pas la peine de perdre le temps à dockeriser. Si vous avez besoin de quelque chose spécifique d'environnement ou de dépendance, ça va dockeriser. Ou si vous avez vraiment besoin de faire une customisation de l'algorithme. Pour la dockerisation de l'algorithme, pour la dockerisation de cet algorithme particulier, on a utilisé TensorFlow 1.10 from TensorFlow. Si vous allez utiliser des machines P2, que c'est des machines avec GPU, il vaut la peine d'utiliser une image, un from avec CUDA. Les paths, ça c'est important. Et tout SageMaker, quand vous allez déployer ou utiliser votre image Docker, vous pouvez regarder les S3. À l'intérieur de Docker, tout se charge dans les paths opt/ml. Alors, pour les données d'entrée, si vous n'êtes pas en streaming, ça serait sur input data training pour les données de training et input data validation pour les données de validation. Et pour la sortie du modèle, ça devrait être sur output model, tout sous /opt/ml. Et le entry point, c'est important que soit la dernière ligne, soit comme ça, l'exécution du fichier que contient l'algorithme. Là, c'est du code Python. Je ne vais pas montrer tout l'algorithme, comment a été implémenté à l'intérieur, mais plutôt comment on va faire référence à les paths que je vous ai dit. Pour nous, les données d'entrée pour le training, c'est /opt/ml/input/data/training. Et on a le TF record, c'est un format d'entrée pour l'entraînement pour TensorFlow. Pareil pour la partie output. Et voilà, de class name pour le label de classe qu'on va détecter. Ça veut dire que dans mon notebook ou quand je vais utiliser ce modèle, je vais utiliser une instance S3 que quand je vais donner les paths, les répertoires de mon bucket de le répertoire, il sera chargé là en training. Et ça, c'est ce que je passe dans la dernière ligne là. Voilà, c'est tout pour SageMaker. C'est tout, c'est pas encore tout, c'est pas fini. Petite conclusion, en fait, là on vous a montré une manière de faire pour utiliser un algorithme, une implémentation déjà faite dans SageMaker, donc l'image classification, comment utiliser SageMaker pour déployer un modèle déjà entraîné de notre part et le mettre à disposition, et créer aussi sa propre image Docker pour finalement personnaliser un maximum ses applications. Il y a d'autres services dans SageMaker qu'on n'a pas forcément abordé ici. Je vous en ai parlé au tout début, c'est SageMaker Ground Truth qui vous permet d'étiqueter vos données. L'idée de base, c'est quoi? C'est j'ai mes données brutes ici, il y en a peut-être certaines qui sont déjà labellisées, donc du coup on va utiliser un algorithme qui permet d'essayer d'étiqueter les données qui n'ont pas de label. Globalement, l'idée c'est si mon algo il est sûr de lui sur l'étiquetage, il va le libeller automatiquement. S'il n'est pas sûr de lui, il va le mettre à disposition
d'un panel de personnes qui labellent à la main ces données. Et après, le fait d'agrandir ce dataset permet de mettre à jour ce modèle. L'idée derrière, c'est quoi, hein? Il y avait déjà Amazon Mechanical Turk, c'est le même principe, sauf qu'on met une couche d'apprentissage automatique en plus, qui permet aussi de labelliser automatiquement et de redispatcher uniquement les images, les données sur lesquelles on a peu de certitude sur la classification. Ensuite, on va voir quoi? On va voir tout ce qui est reinforcement learning, donc tous ces algorithmes auto-apprenants qui permettent d'apprendre par essai-erreur avec des fonctions de reward. Il y a typiquement un service AWS SageMaker Reinforcement Learning qui est spécialisé pour ça. Et typiquement, vous allez avoir ce type de petite voiture. Ça, c'est la AWS Deep Racer. Il y a une ligue qui va être en cours qui permet de concourir sur un vrai circuit où vous mettez vos voitures que vous avez entraînées avec vos algos d'apprentissage par renforcement. Vous avez un simulateur qui est à disposition pour créer vos propres algos, etc., etc. Et enfin, il y a plein d'autres features que vous allez pouvoir mettre en place. Typiquement, si vous voulez aussi tester et prototyper en local avant de déployer vos algos sur SageMaker, et ben en fait, les conteneurs de MXNet et TensorFlow sont accessibles en local. Donc, vous pouvez tester aussi vos algos en local avant de déployer tout sur plusieurs machines. Vous pouvez aussi faire du tuning automatique de vos modèles. Il y a des API, il y a des manières de faire qui vous permettent automatiquement de gérer les hyperparamètres de votre modèle Keras, par exemple. Donc, c'est juste une surcouche qui vous facilite tout ça, ça vous évite de le réimplémenter. Et typiquement, on peut faire le run d'un modèle qui a été entraîné sous n'importe quel type de plateforme. En fait, il y a ce qu'on appelle SageMaker Neo qui vous permet de passer d'une plateforme à une autre assez facilement. Et enfin, quand on commence à avoir fait des phases d'entraînement encore et encore, avoir fait plusieurs tests de modèles, plusieurs hyperparamètres, etc., on commence à avoir un certain nombre de modèles à disposition, comme l'avait montré Diana, et ça devient compliqué de s'y retrouver. L'idée de SageMaker Search, c'est d'être capable de cataloguer ces différents modèles avec les différents hyperparamètres et avoir des fonctions de search pour pouvoir récupérer les modèles qui nous intéressent, en tout cas le dernier modèle qui a été entraîné par exemple. Et enfin, il y a des manières de faire de l'A/B testing automatisé pour finalement traiter l'ensemble d'un workflow d'un projet de machine learning, de l'ingestion de données, même de l'étiquetage, jusqu'au test de plusieurs modèles en production. Et voilà, sur ces belles paroles, nous vous remercions et attendons vos questions. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'apéro? Quand tu fais du Docker, tu es obligé d'avoir un notebook après pour appeler ton Docker ou tu sors tout seul? Non. Pour le déploiement, tu peux utiliser les Amazon, les SDK de Amazon pour créer ton endpoint, pour déployer les modèles. Si, les seules restrictions, c'est que le Docker doit être déjà sur ton registre Amazon. Ça vous a pris combien de temps entre les premières discussions et le modèle opérationnel sur SageMaker? Tu veux dire la conception de l'idée du projet Magritte ou parce qu'en fait c'était des choses un petit peu décorrélées. La partie purement déploiement d'un modèle sur une application mobile, etc. C'était quelques semaines de travail mais finalement on n'était pas à temps plein là-dessus, hein. C'était des projets perso où on a essayer de packager un algo sur une application mobile. Au début, c'était l'algo complet, et puis finalement, l'application, elle faisait 100 mégas, et on nous expliquait que c'était pas viable pour une application mobile, et après, il fallait trouver des manières d'optimiser le déploiement sur l'application. Après, la partie purement liée à SageMaker, c'était encore une fois quelques heures de travail cumulées sur plusieurs semaines, mais on a décidé de le faire sur plusieurs manières de faire dans SageMaker. Typiquement, l'utilisation des algos préimplémentés, c'est quelque chose qui se faisait plutôt bien dans la mesure où tu mets à disposition les données sous le bon format. Là, c'est plutôt facile à suivre. Par contre, en fait, dès qu'on commence à sortir des sentiers battus, là, en fait, il y a un peu de fouille archéologique sur la documentation pour trouver comment déployer un modèle Keras dans SageMaker. Et typiquement, ce que je vous ai montré là, c'est avec un peu de fouille dans la documentation, dans les tutos qui existent déjà, pour essayer de comprendre finalement quel est le formalisme qui est attendu par un modèle TensorFlow sur SageMaker pour mettre à disposition un modèle préentraîné.
Après, il y a encore une étape supplémentaire, c'est fournir un script qui soit compatible avec SageMaker pour faire un entraînement distribué. Mais voilà, c'est un peu de fouille parce qu'il n'y a pas tout qui est à disposition simplement. Mais une fois que c'est bien compris, c'est quelques heures de travail qui permet de déployer ça assez facilement. Et après, forcément, c'est un travail itératif pour l'amélioration du modèle, etc. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup et on se retrouve au buffet.